France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous et bienvenue au Club avec Rebecca Slotowski. Aujourd'hui, prix Louis Deluc du meilleur premier film avec Belle Épine en 2010. Après Grand Central Planétarium, Une fille facile, la scénariste et réalisatrice vient de présenter son 5e et nouveau long métrage à la Mostra de Venise. Les enfants des autres sera en salle mercredi prochain. 12h50, le Book Club. Le phénomène One Piece a 25 ans et un succès qui ne faiblit pas. Quelle communauté de lecteurs s'est créée autour de ce manga roi? Longévité et fidélité, comment l'expliquer? Rendez-vous tout à l'heure avec deux flibustiers de la BD, Benoît Huot de chez Glénat et l'auteur Sylvain Ferret. Une émission programmée par Henri Leblanc et Oriane Delacroix, préparée par Laura Dutèche-Pérez et Joseph Julien, réalisée par Thomas Beau. À jouée par Virginie Efira, n'a pas d'enfant, elle n'en a pas fait une priorité dans sa vie, pleine d'une autre vie, une vie faite de famille, d'amis, de ses élèves aussi, mais en rencontrant Ali, elle s'attache à sa petite fille, à lui, 4 ans et demi, et commence à rêver de rattraper le temps perdu, avoir un enfant, à elle, avec l'homme qu'elle aime. Les enfants des autres, bande-annonce. Allez, vous pouvez tous sortir dans le calme, s'il vous plaît. Et toi, Rachel, pour les stages, t'as rempli le tableau? Ah non, j'ai pas rempli le tableau. Mais j'ai quelqu'un. Une description? Ah, 1m95. Je suis amoureux de toi. Et une petite fille de 4 ans. Il est parti. Ah, c'est elle qui l'a quitté. Papa, tu vieillis mal, hein. Je veux la rencontrer. Je veux rencontrer Léla. C'est rien d'évident, tu sais. Les enfants des autres, parfois. Bonjour. T'as quel âge, Leïla? 4 ans et demi. Waouh. Tu veux te faire un petit bisou? Ça va, mon cœur? Bonjour Alice, moi je suis Rachel. Pardon, bonjour Rachel. Bah alors, oui, les bisous, les bonjours à Rachel. Pourquoi Rachel est tout le temps là? Moi, je veux qu'il s'en aille. Ah, on a rajouté un petit jingle info, histoire de dire que c'est votre moment. Bonjour Rebecca Slotowski. Bonjour. Bonjour. Quel conseil auriez-vous peut-être dû donner à Rachel, votre héroïne, avant qu'elle s'engage dans cette aventure compliquée? J'ai envie de dire ça commence mal parce qu'un conseil, moi je crois que je peux en donner à personne. Je crois que... Une mise en garde? Non, certainement pas. Je pense que c'est une femme qui découvre en faisant, au contact en fait d'un enfant, découvre que sans doute peut-être elle en aurait peut-être envie, elle aussi, sauf que cette chose qui arrive à un âge qui pour un homme serait le début d'une vie, on a 40 ans, la vie commence, et on se dirait c'est tout à fait possible. Bah, pour une femme, c'est comme un chapitre qui est déjà en train de se refermer. Donc le conseil, rien, j'ai la sensation que ce serait de suivre sa pente, Virginie, sa pente. Mais voilà, je crois que le film vraiment la regarde de manière vraiment suivre ça au son de ce Vivaldi là, que vous venez d'entendre dans la bande-annonce, de manière aussi voilà, trépidante à l'échelle d'une année. On va la regarder dans les 4 saisons qui vont passer et se demander si à l'issue de ça, elle peut sublimer un trajet. Comment on se sort en fait de cette année terrible dans la vie d'une femme dans laquelle elle compte un peu comme au Scrabble triple, quoi. Dans ce clin d'œil que vous faites à Virginie Despentes, avec ce Virginie Sapente et peut-être ce Despentes et ce cher connard, c'est qu'il y a aussi dans votre film, à travers la figure de cette femme, de cette héroïne, une sorte de radioscopie ou radiographie du lien amoureux aujourd'hui, en 2022, des relations hommes-femmes telles qu'elles se jouent et de nos places à tous dans la société. Mais juste pour revenir d'abord sur ce personnage de belle-mère, vous dites que avec ce film, vous aviez envie de faire un cinéma de personnages secondaires. Combien sont-ils en réalité ? Dans le film? De personnages secondaires dans le cinéma, il y en a beaucoup? Énormément. Ces figures un peu oubliées. Oh bah, disons, oui, des angles aveugles comme ça, il
il y a des endroits de la représentation, mais on ne peut s'en rendre compte qu'en le vivant, ou en s'y intéressant, ou en y étant confronté. En fait, c'est pour ça que moi j'aimais bien la phrase de Deleuze qui disait on aime des œuvres parce qu'on est en affinité de problèmes avec, on est en affinité d'expérience avec. Et c'est certain qu'avant de vivre, moi, cette situation, parce que ça s'origine dans quelque chose de très personnel au départ, je m'étais pas rendu compte que ces femmes, elles étaient vues comme dans un conte de fées, une marâtre, les belles-mères de Disney, c'était des cruelles, c'était des malgré elles. Voilà. Je me rendais pas compte qu'il y avait un manque dans la représentation. Je me rendais pas compte qu'il y avait un manque dans la fiction. Et je crois bien sûr, il doit y avoir de très nombreux personnages, y compris familiaux, et y compris depuis que les situations en famille changent, évoluent, que les familles se composent et se recomposent plus au gré de pression ou d'arrangement, mais de désir et de décision. Et c'est Oui. important, les représentations dans la vie, puisque vous dites que vous êtes partie d'une expérience vécue, d'une expérience intime, que vous êtes peut-être allée dans cette situation, malgré vous, ou volontairement, de devenir aussi belle-mère, d'être la pièce rapportée finalement dans une famille qui a déjà commencé à être constituée avant de se découdre. C'est important d'y aller aujourd'hui, ou de changer les représentations pour changer les vécus des personnes. J'ai l'impression déjà qu'il faut le nommer. J'ai la sensation que quand il existe ni un nom, ni une représentation, on peut pas vivre les choses. Ou on les vit de manière un peu plus solitaire. On va pas. Sans doute que chacun ou chacune a vécu cette situation vraiment. Voilà, elle est extrêmement triviale en vrai, cette situation. Elle est familière, elle est banale. On est entouré de gens qui sont les beaux-parents, etc. Mais il n'existe pas de mots. C'est-à-dire, il n'y a pas la belle parentalité, il n'y a pas la belle maternité. Voilà, à partir du moment où on se rend compte que le mot lui-même nous échappe, on se dit qu'il y a peut-être un souci, effectivement, dans la façon de le désigner. Et oui, je pense qu'en tous les cas, il y a... et je prêche pour ma chapelle. Je me dis que si on le montre, oui, on va changer quelque chose. Si on le désigne, et si on le désigne avec loyauté, on va offrir une expérience plus collective, on va apporter de la chaleur, et on va apporter de la pensée là-dedans, de l'image. Et peut-être aussi d'autres vécus pour celles qui passeront ensuite par cette situation-là. La belle-mère, elle souffrait, vous l'évoquez, Rebecca Slotowski, d'un manque de représentation positive. Le cinéma, en fait, est que le reflet de la réalité. C'est souvent le cas dans la vie aussi. La belle-mère a rarement le premier rôle. Elle est toujours disponible. Quand elle est là, elle est aussi vite oubliée après une séparation. Qu'est-ce que vous vouliez réellement transmettre avec ce film ? C'est vraiment le mot, parce que le film parle... J'avais envie de décorréler... D'abord, je crois pas que les belles-mères soient oubliées. Je crois pas qu'elles aient le mauvais rôle. Je crois que ça a changé. Je pense qu'en fait, typiquement, si on en parle comme ça encore, c'est un effet de comment dire, j'ai quasiment envie j'ai un désir de revanche face à ce stéréotype. Et vraiment, moi, j'ai pas dit mauvais rôle. J'ai non, dit non, qu'elles n'ont non, pas le premier rôle. Non, le premier, Ouais. ça c'est certain, non. Et voilà, l'idée vraiment, le projet presque de cinéma du film, c'était de passer d'une figurante un peu personnage secondaire dans la profondeur de champ comme ça des films, qui pouvaient être sympathiques, pas sympathiques, mais c'était pas le sujet. Et il y avait des protagonistes. Et j'avais envie d'un cinéma de héros dans lequel, allez hop, j'allais la mettre au premier plan. Et on se rendait compte qu'il y avait une matière romanesque géniale, avec des situations de conflit de loyauté, de romance arrêtée, de qu'est-ce que c'est que la décision qu'on prend quand on doit quitter un homme et qu'on doit quitter la famille, etc. Mais Ces belles-mères, j'ai oublié même quasiment votre question, attendez. Qu'est-ce que vous vouliez transmettre ? Oui, la question de la transmission, c'était ça que j'avais envie de décorréler le fait que la question de la maternité est forcément liée au féminin. Ce qui m'intéressait, ce qui me faisait peur, moi, pour le dire très simplement, quand j'avais peur de ne pas avoir d'enfant et de n'en avoir jamais. Au moment où j'ai écrit ce film, c'était comme une lettre que je m'envoyais pour me dire on peut le sublimer, la vie sera belle. Mais ce dont j'avais peur, c'était pas d'être dépossédée d'une expérience biologique, personnelle, vivante, même si pourquoi pas, peut-être d'autres femmes avaient ça, mais c'était de ne pas laisser de traces, de ne pas transmettre quelque chose qu'un homme ou une femme pourrait se dire quand ils n'ont pas d'enfant. Qui se souviendra de nous dans la ville ? Qui nous enterrera ? Qui pourra dire vous m'avez marqué à jamais ? Et voilà, c'est vraiment, je crois, ce vertige-là que j'ai voulu réparer avec le film en faisant de Rachel Friedman, jouée par Virginie Efira, une femme qui trouve d'autres liens, d'autres chemins de transmission, d'autres chemins d'inscription dans le temps. Et ça passe par l'enseignement, ça passe par, et évidemment, en premier lieu, ce lien de belle-mère qu'elle aura avec une enfant.
Et est-ce qu'on les oublie? Est-ce qu'elles disparaissent? Je ne crois pas. Et je crois qu'il suffit de le dire un jour dans un film pour qu'on finisse par se souvenir de nos belles-mères et de nos beaux-pères. C'est aussi ça l'image que vous faites d'une mère, mère ou belle-mère, finalement, l'idée de la trace. Ouais, oui. Enfin, pas que. Enfin, moi, c'est difficile pour moi d'en parler parce que j'ai une expérience tronquée de la maternité. D'abord parce que moi, en tant que mère, c'est tout récent, ça fait à peine 1 an. Et en tant que fille, j'ai été orpheline de mère assez tôt, très tôt, enfin enfant moi-même. Et j'ai l'impression que j'avais fait un premier film qui racontait quelque part donc Belle Épine avec Léa Seydoux, qui racontait que on va jamais oublier une mère quand on l'a perdue. Et peut-être ce film, je l'ai fait pour raconter que on sera peut-être pas oublié même si on n'est pas mère. Et oui, l'expérience que je fais, c'est ça, c'est qu'est-ce qui se transmet, quels sont les... Puis aussi, éventuellement, comment on se débarrasse de ses parents, comment on peut vivre sans parents, mais avec des figures de substitution qui auront pris des relais. Moi, je crois à ça, je crois que de toutes les façons, on va les perdre à un moment, c'est quand même dans l'ordre des choses. Donc, il faut bien essayer de comprendre où et comment se transmettent ces piliers-là, comment ça peut se passer. Et je crois à toutes les inventions sur ce terrain-là. Je me dis, tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, du scénario qu'on se réinvente, d'une personne qu'on désigne comme étant une mère ou un père de substitution, j'y crois à fond. Et là, je sens qu'effectivement, le cinéma peut nous aider en racontant des histoires de marraines, de parrains, voilà, j'ai toujours fantasmé ces histoires-là parce qu'elles me sont arrivées. Et que je trouve qu'il est temps de le dire. C'est intéressant cette idée de la trace et peut-être de la sensation ou de l'image manquante, puisque vous figez aussi votre père, votre vrai père, votre propre père dans la pellicule. Et il redevient le père dans l'histoire aussi. Hein. Est-ce que c'est le moment où on parle à la Maison de la Radio de Michel Zlotowski, qui est mon père, qui est un interprète simultané, voilà, de métier. C'est un acteur amateur, mais un interprète simultané qui connaît bien cette maison parce qu'il travaille souvent à la maison, à Radio France. Et c'est vrai que je confie dans chacun de mes films un rôle, non pas parce que j'ai un Oedipe pas réglé, mais parce que je trouve que c'est... Alors d'ailleurs peut-être, mais en tous les cas, je trouve que c'est il a une formidable voix et un formidable interprète. Et là, c'est vrai que j'ai suivi une pente encore plus... j'allais dire, sans fétichisme, hein, c'était pas l'idée de donner le rôle du père, de mon propre père au père de l'héroïne, mais on sortait des confinements, il fallait aller vite, c'est un film qui s'est tourné vite, et j'ai confié effectivement à mon propre père ce rôle-là. Puis à un moment, il fallait trouver la tombe de sa femme défunte, et c'était effectivement la tombe de ma propre mère, mais parce qu'aussi pour des questions de droit, il fallait trouver une tombe disponible, j'allais dire, et c'était celle-ci qui était libre. Donc oui, je sens que la dernière fois qu'on se voyait, je ne sais plus si on se parlait de Planétarium, qui est un autre film que j'ai fait sur la dimension fantomatique qui existe dans le cinéma. Il y a évidemment un moment où quand on filme quelqu'un, c'est aussi... On ne peut pas ne pas penser à sa disparition, c'est mon côté ashkénaze, mais et aussi à l'immense joie consolatrice de se dire qu'on l'aura fixé à jamais. Et ça, c'est votre côté séfarade? C'est mon côté séfarade. Rebecca Zlotowski, vous dites être partie de votre propre impuissance aussi, en pensant ce film, en écrivant ce film dans votre tête. C'est la première fois que vous osez quand même une veine aussi intimiste, même s'il y avait déjà des échos de vous dans les précédents. Vous n'avez plus peur de vous exposer aujourd'hui ? Si, bien sûr, ça fait toujours peur. On a honte de s'exposer, d'abord parce qu'on a l'impression que ça ne va pas intéresser les gens si on parle de quelque chose de trop personnel. Mais en vérité, il faut faire ce travail-là de dire plus c'est local, plus c'est intime, et plus on peut éventuellement prendre le risque d'être compris, de toucher, de rassembler. C'est un risque à prendre, oui. Quand on parle d'impuissance, bien sûr qu'il y a disons que dans l'histoire que je viens de raconter, dans Les Enfants des autres, il y a énormément d'endroits qui sont... Alors, ils sont vus dans l'angle d'une romance qui commence comme une espèce de comédie romantique parisienne, avec les codes comme ça, et puis finalement, ça se transforme en peut-être une note plus mélo, mais dont on sort, je sais pas, il y a de la pluie, de la fausse pluie devant des trottoirs mouillés parisiens, des métros, des trains qu'on prend, qu'on rate. Il y a du romanesque là-dedans, c'est évidemment pas une expérience personnelle, ni triste, ni de frustration, bien au contraire, et d'autant que l'expérience du film m'a mise à distance même de ce que vivait le personnage. Mais à un moment, il faut affronter des endroits, si on se parle systématiquement de sa puissance, comme on aime se montrer face aux autres, dans sa dignité un peu minérale, parce qu'on a envie d'être digne, on n'a pas envie de se plaindre,
Mais donc on a envie de paraître puissant, mais en vérité on peut pas l'être si on ne regarde pas sa propre impuissance. Ça n'a pas de sens de parler de la puissance des femmes si on se dit pas qu'à un moment, à 39-40 ans, un chapitre entier se referme dans nos vies. Il y a une chose entière qui ne sera plus possible, c'est d'avoir des enfants. C'est profondément injuste ontologiquement parce qu'on est les seuls, on est la catégorie de l'humanité à qui ça arrive et pas l'autre. Et que voilà, et c'est vrai que le lien peut-être qu'on peut faire avec l'impuissance masculine, il est aussi, je sais pas, on a envie de se serrer les coudes avec des hommes qui, passé un certain âge, se disent bon, bah, l'érection, c'est fini. Mais eux, ils ont une super pilule qui marche, et ce qui n'existe pas forcément pour des femmes. Et c'est vrai que le point de départ du film, c'était un roman de Romain Gary sur l'impuissance. Voilà, ils ont passé déjà cette cette date coup près, vraiment des 40-45 ans qui tombent dans la vie de beaucoup de femmes quand même si c'est totalement en décalage aujourd'hui avec le parcours que beaucoup d'entre elles ont aujourd'hui, ou beaucoup d'entre nous, notamment le travail, les études qui durent beaucoup plus tard. Et ce film est né, vous le disiez, d'une lecture de Romain Gary. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Écho dans cette scène du film, extrait des Enfants des autres. Ça va? Oui, ce n'est pas la folie niveau follicule. J'en vois, mais pas nombreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez un enfant, c'est maintenant. Vous en voulez? Oui. Pourquoi vous avez attendu si longtemps? Vous avez le papa? Je viens de rencontrer quelqu'un, oui. Écoutez-moi, si vous lancez quelque chose assisté, c'est maintenant. Dépêchez-vous, c'est comme un compte au rebours qui est lancé. Vous le savez. Et il me reste combien de temps? Je me pose la même question tous les matins. Alors? Ce n'est pas une science exacte. Non, mais combien à peu près? Pensez que les mois sont comme les années. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. C'est Comment réellement dire, c'est ça. Frédéric Wiseman. C'est Frédéric Wiseman, le grand documentariste. Qui joue le rôle, ce qui explique cet accent anglais. Et il faut comprendre aussi que le visage, que dans la réplique, je me pose la question tous les matins de savoir combien de temps il me reste, moi aussi. C'est parce que c'est Wiseman et que Wiseman est Kakoshim. Il a, je pense, plus de 90 ans et que c'est un. Évidemment, donc voilà. Donc c'était. Il faut qu'on. En fait, en le voyant, il y a un élément de légèreté et de comédie à voir ce documentariste oscarisé, ce grand penseur, avec une échographie endovaginale devant Virginie Efira qui a gardé les chaussettes sur le... Voilà, bon. C'était la situation qui me plaisait. Je voulais qu'il y ait aussi cette douceur. Wiseman, il porte son nom, une sorte de sagesse. Mais voilà, il y a quand même une inversion du regard aussi que vous proposez, et on en revient à cette question des représentations. Il n'y a pas qu'au cinéma que le regard masculin prime, dans la littérature aussi. L'idée de changer ces représentations et de les quoi d'ailleurs, d'offrir aux spectatrices, d'offrir à celles qui sont aussi des lectrices, des représentations d'aujourd'hui dans lesquelles elles peuvent s'identifier. Mais aux lecteurs et aux spectateurs. Je lisais à tout le monde. Il y a une sensation de... Je crois que c'était chez Tristan Garcia, qui est toujours tellement lumineux à lire et à entendre. Il disait, voilà, j'ai eu... il faisait le constat qu'effectivement, aussi cultivé qu'il soit, il avait pas accès à la moitié d'une expérience. Quand on est un grand lecteur de littérature ou un grand spectateur de cinéma, c'est comme si on s'était privé du bénéfice extraordinaire de la moitié d'un regard. Donc là, c'est certain que moi, c'est modeste comme projet, c'est juste de montrer cette scène, se raconter, voilà, dans la vie, dans l'année d'une femme qui a 38, 39, 40 ans, le rendez-vous chez le gynécologue qui vous dit « dépêchez-vous », parce que là, je sais pas, on découvre des mots, là, même j'avais le plaisir de montrer cette image qui ressemble à une image spatiale. On découvre ce que c'est que des follicules à l'intérieur de notre utérus. Bon, voilà, pardon, je vais utiliser des mots qui sont encore... On met du temps avant de les rendre acceptables, on met du temps avant de sortir de notre sphère domestique. Et on a la sensation qu'il faudrait garder ça un peu, voilà, secret. Mais quand vous parliez de renouvellement des rapports de couple, c'est comment ça se dit dans un couple, ça, qu'il y a un moment du mois où, en fait, on peut avoir des enfants, puis il y a des moments du mois où on ne peut pas. Et on sait que dans notre propre vie amoureuse, dans notre vie érotique, ça va jouer. On fait semblant de pas se le dire, on fait semblant de pas en parler, ou on se donne des outils pour que ce soit tellement
fréquent dans notre quotidien, un peu comme plein d'autres scènes. Comment ça se passe quand on embrasse une fille la première fois dans une boum. Ça, il y a énormément d'hommes qui ont donné du courage à leurs copains pour leur dire voilà comment ça se passe, comment on drague une femme, comment on se fait aimer. Et pareil pour une femme, sans doute. Mais là, il reste encore des recoins, des coins d'expérience dans nos sociétés civiles, dans nos vies privées, qui ne sont pas encore racontés. Pourquoi ? C'est dommage, profitons-en, on est là pour le faire. Les enfants des autres, c'est aussi un très beau portrait de femmes amoureuses, de femmes d'aujourd'hui, de femmes accomplies et indépendantes. Le film nous parle du couple, comme Emmanuel Mouret, je vous en parlais juste avant, qui regarde avec ses yeux à lui tout autrement dans ce film qui vient de sortir au cinéma, Chronique d'une liaison passagère. Son regard, il le pose sur cette relation homme-femme, sur ces chroniques d'une liaison. Aimer, ça reste une expérience banale mais unique, c'est ce qu'on voit aussi dans votre film. Est-ce qu'on aime aujourd'hui très différemment, vous pensez, qu'avant, dans la vie ou au cinéma ? Qu'avant quoi ? Qu'avant, dans le cinéma d'avant. Ah, dans le cinéma d'avant ? Ah, j'espère. J'espère J'espère, sinon je serais désespérée de venir d'une nouvelle génération. Et puis surtout, j'aime tellement les films d'avant aussi. Ils ont existé, on en est les héritiers, ils nous traversent, y compris dans nos rapports amoureux. Mais là, ce que j'aime chez Mouret, c'est ça aussi. Ouais. Ce que j'aime en fait avec le cinéma d'Emmanuel, j'ai pas vu son dernier, mais j'aime bien. Sa sœur, Bénédicte Mouret, la chef costumière de mon film. Et je suis ces films avec plaisir il creuse vraiment une veine. Emmanuel Mouret nous raconte par exemple qu'on peut être un peu comme David Lean parfois, on peut décorréler son regard de son sexe. Je trouve qu'il a un regard féminin de temps en temps. Il se saisit de sujets qui étaient considérés comme des sujets mineurs, triviaux, du flirt, tout ça. Il adore le flirt, Emmanuel Mouret. Et ça, voilà, j'aime bien sa manière de rentrer dedans. Est-ce qu'on s'aime différemment ? Oui, puisque les situations ont changé, on se choisit différemment. Et après, les intensités, c'est les mêmes. Les situations, au fond, se sentir exclu, c'est la même chose, se sentir aimé, c'est la même chose. Mais quand on est aussi une grande cinéphile, comment fait-on pour inventer ses propres images, quand on en a plein la tête déjà ? Moi, je trouve déjà la vie se charge de vous proposer des expériences assez uniques et il faut absolument se débarrasser de sa paresse. Il faut se débarrasser de sa paresse dans l'écriture parce que de temps en temps, on a envie de suivre des archétypes. Quand on est gentil avec soi, on se dit archétype, et quand on est méchant, on se dit c'est du stéréotype. Mais on a envie de suivre de temps en temps des rails. Et en vérité, si on regarde très très simplement ce qu'on vit et qui n'est pas raconté, comme il m'est arrivé avec cette histoire modeste, mais qui pouvait faire l'objet d'une romance et d'un film comme ça, j'allais dire romantique aussi, voilà, ma vie me donnait l'expérience qui n'avait pas été racontée au cinéma. France Culture. Bienvenue au club. Je ne me retourne pas, ça n'est plus mon problème. Non, je ne me retourne pas, ça n'est plus mon problème. Non, tu ne me laisses pas le choix, ça n'est plus mon problème. Dorénavant, il ne te reste que ma voix. Amen et auf Wiedersehen. Ça n'est plus mon problème. Ça n'est plus mon problème. Ça n'est plus mon problème. Dorénavant, il ne te reste que ma voix. Amen et auf Wiedersehen. Sauverai pas, ça n'est plus mon problème. Non, tu ne me sauveras pas, je ne suis plus ton problème. Non, nous étions dans l'embarras, c'était tout un dilemme. Avec nos morts et nos vies sur les bras. Amen et auf Wiedersehen. Ça n'est plus mon problème. Ça n'est plus mon problème. Ça n'est plus mon problème. Dorénavant, il ne te reste que ma voix. Amen et auf Wiedersehen.
sait dire au revoir dans toutes les langues ici, dans Bienvenue au Club Auf Vous Wiedersehen. parlez allemand couramment. C'est ce titre des filles et des femmes de Mansfield Tia qui seront en concert pour 13 dates dans les prochaines semaines, depuis Lyon ce soir au 1er novembre à l'Olympia à Paris, en passant par Rennes, Orléans et Grenoble notamment. Rebecca Slotowski est avec nous jusqu'à 12h30, c'est-à-dire pour quelques minutes encore. Et une question sur votre cinéma. C'est-à-dire une phrase, Oui, puisque c'est elles ça. sont très longues. Et mes questions aussi. Si Belle Épine était votre acte de naissance de cinéaste, c'est comme ça que vous en avez parlé une fois de ce premier long métrage. On peut dire que Les Enfants des autres vient récompenser presque vos noces de soi avec le cinéma à 12 ans. Est-ce que c'était écrit? Est-ce que vous aviez en tête que cette union-là, elle était partie pour durer? Pas du tout. C'est vrai, pas du tout. Je le dis aussi simplement. Et d'autant plus que j'ai l'impression de finir un cycle. Il y a une image. Il se trouve que pour ceux qui iront le voir, la toute dernière image des Enfants des autres, il y a vraiment, dans le fond, vous savez, quand on filme la ville, Paris, comme je l'ai filmé là dans ce film, alors que je m'y étais jamais collée, on doit vraiment contrôler tout le mobilier urbain derrière. On a des droits à payer pour plein de choses. Bon, donc on fabrique des affiches. Et j'ai refabriqué une affiche de faux film, d'un film fictif, qui est derrière le visage de Virginie Efira, et qui est une affiche dans laquelle il y a le nom de Léa Seydoux, en actrice star célèbre devenue ce qu'elle était. Donc c'est comme un clin d'œil à ça. Donc je sens que peut-être à chaque film, j'ai l'impression qu'il pourrait s'arrêter, ça pourrait clore l'étagère et se dire tiens, c'est peut-être le dernier. J'imagine jamais, j'aurais pas imaginé ni devenir metteur en scène, ni réaliser autant de films dans cette décennie. Qu'est-ce qui aurait pu vous faire changer d'avis? C'est Enseigner. comme dans un couple. Qu'est-ce qui aurait pu vous faire partir, en fait? De l'enseignement, je pense. Y retourner, alors? Oui, certains. Aux premières amours. Oui, c'est possible. L'enseignement. Parce que vous êtes en manque de transmission, il y a ce sentiment-là? Peut-être non, mais attendez, là, je suis hyper contente de continuer de faire des films. J'espère surtout que je pourrai en faire un autre, et puis un autre, et puis un autre. Maintenant, peut-être que ça a changé. Maintenant, je sais que le cinéma est la langue dans laquelle je suis heureuse, que l'expérience collective du cinéma, là, dans le film, on parle d'une expérience collective d'avoir des enfants, mais l'expérience collective du cinéma, elle me plaît, elle me passionne, elle m'encourage. J'aime avoir des rendez-vous avec des gens au café, discuter, puis après les acteurs, puis tout le reste. Et elle vous permet cette transmission-là aussi, puisqu'on en parlait à travers le cinéma, l'enseignement. Faire du cinéma, c'est un peu la même chose. Et Sébastien Thème est là pour nous apprendre beaucoup de choses aujourd'hui autour du manga. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivia, oui, on s'intéresse au manga, au phénomène One Piece, le manga le plus lu en France et le plus vendu, 28 millions d'exemplaires vendus en France. Et on en parle avec des lectrices et des lecteurs de tous âges. Ils nous ont dit pourquoi ils aimaient One Piece, Olivia. Merci, à tout de suite. Rendez-vous à 12h50 avec nos invités. Merci mille fois Rebecca. Je l'ai vu, One Piece, le film. Le film, sorti en août. Attention, mais là, il y a aussi les 102 tomes quand même du manga. Je ne veux pas spoiler le 102, mais voilà. C'est complètement fou ce qui s'y passe. Vous avez passé la nuit en librairie avant-hier pour essayer de l'attraper. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.